On démarre avec 4 minutes de retard, ce qui n'est donc pas du retard. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci en particulier donc aux camarades qui permettent l'organisation de ces événements, de ces amphis. On ne le répétera jamais assez. Et merci en particulier aussi à nos deux conférenciers invités. J'ai nommé Soraya Morvan-Smith, qui est secrétaire générale adjointe de la CGT Journaliste, qui est rédactrice en chef adjointe sur France 24, qui nous fait donc l'amitié d'être présente et avec qui on évoquera l'avenir du service public et notamment la bataille qui est toujours en cours, puisque le sujet n'est pas complètement mort, de la réforme de l'audiovisuel public, qui a été une bataille qu'on a menée chacun dans nos domaines ou nos couloirs les dernières semaines, les derniers mois avant l'été. Et puis notre deuxième intervenant, Yves Citon, qui est professeur. Alors, ce sera peut-être même un sujet de question, puisque tu es professeur de littérature et des médias. Alors, quand on a écrit le petit visuel, il y avait écrit professeur de littérature et des médias. Et donc, c'est une discipline en soi, peut-être, et tu pourras peut-être nous expliquer en quoi ton travail de spécialiste de littérature peut avoir à voir avec la question des médias en général. Il est l'auteur d'ouvrages fondamentaux, en particulier Pour une écologie de l'attention, qui est un livre qui commence à avoir un petit peu, qui a déjà 10 ans, et puis d'un livre qui s'appelle Médiarchie. Tu as écrit plus récemment Altermodernité des Lumières, ou et aussi Faire avec, Conflit, Coalition, Contagion. Tu es donc professeur à l'université et tu occupes des responsabilités, je ne sais plus si tu es rédacteur en chef, mais de la revue Multitude. Voilà. Vous pouvez trouver tout ça facilement sur Internet, puisque Yves a aussi la gentillesse d'avoir un site Internet extrêmement étoffé et sur lequel vous trouverez de nombreuses contributions à la réflexion. Voilà, pour ceux que ça intéresserait en particulier. Alors, la table ronde est intitulée « La télé est à nous ». Vous avez remarqué que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, la télé n'est pas à nous. Elle est en partie à nous, puisqu'il y a un service public et que du coup, on peut dire que c'est notre patrimoine. Mais elle appartient aussi énormément, à des milliardaires. Un qu'on a beaucoup nommé ces dernières années, qui est Vincent Bolloré, pour le groupe Canal, puisqu'il contrôle Vivendi. L'autre qu'on nommait plus souvent avant, mais qu'on a un petit peu oublié ces dernières années, qui s'appelle Martin Bouygues, et qui a évidemment tout un empire à la fois donc, dans la télévision, mais aussi dans le bâtiment. Et puis, plus récemment, un qu'on découvre un petit peu, d'une certaine façon, dans le domaine des médias, même s'il a déjà eu l'occasion d'œuvrer dans la presse écrite, par exemple, qui est le patron de CMA-CGM, qui est Rodolphe Saadé. Voilà. Donc, vous comprenez que dire que la télé est à nous, c'est l'affirmation d'un principe qu'il va falloir réussir à transcrire dans la réalité, puisque aujourd'hui, on en est loin. Alors, ce sujet est une déclinaison de travaux qui ont été entamés, en tout cas par moi, à l'Assemblée nationale, depuis 2022, par les collègues avant, évidemment, puisque vous vous rappelez que il y a eu une commission d'enquête il y a déjà plus d'un an maintenant sur la question des fréquences et des chaînes TNT, et du respect des différentes chaînes de télé, de leur cahier des charges. C'est un principe sur lequel, je crois, il est toujours bon de revenir régulièrement, puisque cette idée du cahier des charges, c'est la corrélation, d'une certaine façon, du fait que la télé est bien à nous. Les chaînes de télévision n'ont pas le droit de diffuser sur les fréquences, les canaux de la TNT, sans avoir auparavant déposé un projet, pris des engagements pour la qualité de ce qu'ils vont diffuser. Alors évidemment, ce sont des mots qui vont faire débat, qui vont amener les différentes questions, puisqu'il faut se demander ce que c'est que la qualité en télévision. C'était un des enjeux de la commission d'enquête. En tout cas, il faut s'assurer qu'on n'utilise pas des ressources publiques pour l'abrutissement du public. C'est un des objectifs que je m'étais donné dans la commission d'enquête, c'était d'œuvrer dans ce sens-là. Donc, depuis, il s'est passé pas mal de choses, mais une en particulier qui a été la volonté
farouche de la ministre de la Culture, Rachida Dati, d'imposer une réforme qui est la réforme de la fusion de l'audiovisuel public. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, fusion de l'audiovisuel public? C'est la fusion de Radio France, de France Télévisions et de France Média Monde, dont Soraya pourra nous parler, puisque c'est l'entreprise publique qui diffuse les médias français, ou la parole de la France, on peut dire presque, à l'international. On s'est beaucoup battu contre cette réforme pour une raison très simple, c'est que ceux qui sont à l'origine de cette idée, en réalité, c'est une vieille idée. Il s'agit de réduire les dépenses encore et toujours d'un service public. Il faut bien se dire que l'audiovisuel public est un service public et que leur objectif était donc, encore une fois, de réduire les dépenses, de mettre le futur audiovisuel public fusionné dans une situation de crise telle qu'à la fin, on pourrait dire tranquillement, comme à chaque fois, ça dysfonctionne et donc ça devient privatisable. Et donc, nous avons pour l'instant réussi à surseoir, ou en tout cas à empêcher l'adoption de cette réforme. D'abord parce que Rachida Dati nous a fait un cadeau, elle a perdu ses nerfs dans le débat en commission des affaires culturelles pendant l'examen du texte au printemps dernier, si bien qu'il a été impossible d'aller au bout puisque nous avons refusé de siéger, en fait, et que la présidente de la commission des affaires culturelles a considéré qu'il n'était plus possible de siéger. Je vous fais vite, mais si vous voulez, je vous raconterai le détail. Et puis ensuite, parce que dans un deuxième temps, quand le texte est finalement revenu au début de l'été à l'Assemblée nationale, eh bien, il a été rejeté en hémicycle, il a fait l'objet d'une motion de rejet, et donc on a réussi à dire qu'on ne voulait pas de cette réforme. Il n'y a donc pas eu de majorité à l'Assemblée nationale, on a réussi à convaincre, y compris les macronistes, ou un certain nombre d'entre eux, que cette réforme était une très mauvaise idée. Alors, pourquoi veulent-ils faire ça? Plusieurs raisons. La première, c'est évidemment de saboter un service public, parce que là où il n'y a plus de service public, le privé, lui, va se faire de l'argent. La deuxième raison, c'est évidemment aussi une raison idéologique. Si vous n'avez plus de service public, vous n'avez plus de contrôle, et donc vous êtes, comme on est aujourd'hui, face à des chaînes comme CNews, on est démuni, faussement démuni, ou en tout cas on peut faire mine de dire ça ne va pas, mais que diable, que peut-on faire d'autre? Et donc, évidemment, à l'inverse, si vous avez du service public, bah oui, vous avez quand même un minimum de contrôle. Et puis, vous avez des agents qui sont, pour la plupart, avec des contrats un peu moins précaires, même si on va évoquer la situation réelle du service public avec Soraya. Il est loin d'être un employeur exemplaire. Il est loin aussi d'être un diffuseur exemplaire. On va évoquer ça aussi. Mais en tout cas, le service public de l'audiovisuel, il permet de maintenir un certain nombre de standards de qualité, d'originalité dans les productions, dans les programmes qui vont être diffusés, qui est, moi j'ai pris l'habitude de dire, une espèce de mauvaise conscience de l'ensemble du paysage audiovisuel. On sait que c'est possible de faire mieux que, pour le dire un peu grossièrement, la merde qu'on trouve sur pas mal d'autres chaînes privées. Alors ça ne veut pas dire que tout est parfait dans l'audiovisuel public, loin de là, que ce soit dans le domaine de la création ou de l'information, il y a bien des choses qu'on peut contester, ou dont on peut dire qu'elles ne sont pas au niveau, mais en tout cas, vous avez des choses que vous ne verriez nulle part ailleurs et qui sont originales, créatives, qui informent sérieusement, critiquent, etc. Toutes choses que vous ne verrez pas ailleurs. Et c'est cette possibilité même d'avoir une idée de quelque chose de différent, de quelque chose d'autre, que les macronistes et la droite et l'extrême droite cherchent à anéantir, parce que aussi longtemps qu'on se dira qu'il peut y avoir des programmes différents, eh ben on cultivera au moins le regret qu'il n'existe pas dans le privé. Voilà. Donc je ne veux pas m'attarder trop sur les aspects de cette réforme qui en fait est défendue par un seul argument qui est le plus idiot possible, qui est de dire mais vous voyez bien que la télévision et la radio, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Les gens disent si vous faites de l'information à la radio et vous faites de l'information à la télé, c'est le même événement, donc ça peut être la même personne qui le fait, grosso modo. Donc on a affaire à une espèce de grand classique du macronisme, c'est-à-dire
une pensée totalement, non pensée, mais totalement déconnectée de la réalité. On leur a dit qu'il y avait un micro des deux côtés, ils se sont dit que c'était le même métier. Voilà. On en est à ce degré d'absurdité. Pour ceux qui y croient. Après, évidemment, la plupart d'entre eux peut-être n'y croient pas et ont d'autres intentions plus néfastes et qu'ils assument moins publiquement et dont je vous ai déjà dit quelle était la logique. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé en un an. Et il s'est passé d'autres choses. On a réussi quand même à bénéficier de la fermeture de C8 et je crois qu'on peut s'en féliciter. C'est un résultat de la commission d'enquête, même si ce n'est pas nous qui en avons décidé ainsi. Je crois qu'on a mis sur les genoux de l'Arcom un certain nombre d'arguments qui ne leur permettaient pas de faire autrement. Si bien qu'on voit bien que quand ils en ont la possibilité, en revanche, ils laissent faire et il faudra continuer à mettre la pression. Donc, ça va être le travail que moi je m'assigne pour l'année à venir et que je vous propose aussi de rejoindre, puisqu'on va essayer de ne pas laisser CNews en paix, de continuer à ne pas laisser l'Arcom en paix, de les obliger à prendre leurs responsabilités, à signaler tout ce qui ne va pas et à obtenir sanction sur sanction, puisqu'ils les méritent et qu'ils ne respectent aucun des engagements qu'ils ont pris jusqu'à présent. Voilà. Je vais donner la parole donc à Soraya pour revenir plus en détail sur la situation de l'audiovisuel public, sur la réforme, et puis ensuite, Yves, tu pourras évoquer plus largement les questions qui te tiennent à cœur, celle de ce que j'ai évoqué, la question de la qualité de l'audiovisuel. À partir de quand on peut dire que la télé ne contribue pas à l'abrutissement? C'est une vraie grande question qui mérite d'être posée. Et ensuite, on aura un échange tous ensemble. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Aurélien. Alors, on voit bien que la tâche, elle est ardue parce que ton propos introductif, il présente à la fois la difficulté de cette défiance envers les médias qui se justifie voilà, de beaucoup de façons, mais aussi de médias qui nous inondent de choses qui sont présentées comme de l'information et qui n'en sont plus. Et c'est pas simple. Je vais essayer de vous raconter comment c'est dans les rédactions. Je vais essayer de le faire du mieux possible, mais n'hésitez pas à poser des questions pour que je puisse y répondre. Il faut quand même que je dise une chose parce que c'est difficile d'être là et de ne pas le mentionner, mais on est dans un contexte de rapport à l'information qui s'est extraordinairement dégradé. On a une information extrêmement dégradée aussi, qui a été aggravée aussi par la façon dont on consomme l'information, parce que la télévision, c'est plus le rendez-vous de 20h, on va tous être devant son canapé en famille, comme semble le croire Rachida Dati. L'information, elle est dans notre poche, elle nous envoie des alertes au quotidien, plusieurs fois par jour, et en plus souvent avec les mêmes thématiques et le même point de vue. C'est problématique. Dans ce contexte, moi je voudrais juste dire une petite chose, et puis après on passera à autre chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de réactions ces derniers jours qui ont occulté cette rentrée politique à la suite d'une décision de ne pas accorder un passeport de travail, une accréditation à un journaliste. Et je voulais exprimer le fait très brièvement que je pense que c'est dommage. La question derrière ça, et j'en ai fini avec, c'est celle des garde-fous. C'est quoi nos garde-fous? C'est quoi notre rapport à l'information? Cette question, elle se pose de façon aussi intense dans les rédactions que dans la société en réalité. Les rédactions sont en fait l'image de nos sociétés, avec quand même ce pouvoir d'atteindre des gens en direct, et puis de déterminer un agenda, une grille d'analyse. On peut le regarder de plein de façons différentes. La première, je pense, c'est qui décide de l'information que l'on met en avant, qui décide des termes. Pourquoi lorsqu'on parle de LFI, à la suite d'une décision du Conseil d'État, au lieu de parler d'extrême gauche, on ne parle pas d'un parti de gauche.
Ça veut dire qu'il y a un choix qui a été fait, qui n'a pas été forcément un choix consensuel d'une rédaction dans son ensemble qui serait divers socialement et le reflet de la société. Ça veut dire que se jouent, existent des tensions dans la société de façon encore plus forte dans les rédactions. Comment est-ce qu'on prend des décisions? Pourquoi est-ce que les télévisions se ressemblent autant? Pourquoi est-ce qu'on aborde si peu de sujets? Mais en fait, quand on est à l'intérieur des rédactions, eh ben, on vit ces conflits-là de société d'une façon qui est un peu plus intense en réalité. Ce débat sur l'audiovisuel public, c'est quelque chose qui date de très longtemps. En réalité, il y a eu beaucoup de tentatives de parlementaires de droite d'essayer de mettre en œuvre une réforme de l'audiovisuel public. C'est une réalité. Et comme l'a rappelé très bien Aurélien Saint-Toul, qui a été particulièrement impliqué dans tout ce processus de projet de loi Lafon, puisque c'est le nom du sénateur qui a eu cette idée où il semble avoir trouvé la martingale qu'il faudrait rassembler, réunir. Mais en réalité, les objectifs, ils sont principalement de deux ordres. Le premier, c'est dans un contexte de restriction budgétaire, de coûter de moins en moins cher. Ça peut s'entendre, tout le monde doit faire des efforts, bien sûr. La façon dont c'est pensé n'est pas toujours très heureuse. Effectivement, quand on travaille pour une chaîne de radio, que ce soit ou un groupe de radio, à Radio France par exemple, lorsqu'on fait un reportage, il est repris. Ce qui est fait pour France Inter peut être repris à France Culture ou à France Musique dans les éditions. Ce qui est déjà un appauvrissement, ce qui pose aussi la question de la richesse et du service public qu'on apporte. Mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on a comme service public en termes d'information, qui est quand même un secteur un peu stratégique, et qu'est-ce que c'est l'information derrière? En réalité, l'idée, c'est d'avoir une forme de contrôle un peu plus important. Quand on va mettre dans la même holding Radio France, France Télévisions, l'INA, qui n'a rien demandé, dont on se demande ce qu'ils vont faire là-dedans d'ailleurs, l'INA, pour rappel, c'est quand même nos archives audiovisuelles. Le modèle macroniste, moi je le connais, c'est quoi? C'est de privatiser tout ça. Vous avez vu ce que font les géants du numérique aux États-Unis? Alors, non seulement des gens comme Musk se sont appropriés la quasi-totalité des données gouvernementales des citoyens américains, mais on a basculé quand même dans un autre monde. Et notre bien commun, tout ce qui nous appartient, alors la télé nous appartient, mais nos archives, ce qui fait notre mémoire collective, en fait, risque de se retrouver sous des impulsions politiques qui pourraient faire en fait que la façon dont on regarde notre histoire pourrait être structurée, présentée ou effacée si nécessaire. Bah oui, mais c'est quand même problématique. Alors, parlons de France Télé et de Radio France. France Télé, c'est à peu près le même budget que TF1. En gros, parce qu'on dit l'audiovisuel public, c'est un peu une cible facile. Ça coûte un pognon de dingue, il paraît, comme les prestations sociales. Il paraît que l'hôpital aussi, ça coûte très cher. L'école aussi, tant qu'on y est. Peut-être même la justice. Là, on parle d'information, on parle des conditions d'un dialogue, d'un débat serein de société. On parle de l'accès à l'information, à la culture, au savoir. Et depuis des années, on l'a détricoté, ce service public. Et ça, c'est pas su. Alors à droite, ils nous font passer pour des nababs. Je vais juste vous donner un chiffre, juste qu'on soit bien au clair, parce que ça me paraît important. Enfin, moi, dans mes activités syndicales ou de Red-Chef, je gère des équipes, ça m'arrive. Et puis j'ai aussi une autre activité qui est de prof dans une fac, dans une des écoles de journalisme reconnues qui est en Bretagne. C'est l'école de journalisme de Lannion. J'ai vu, ça fait 11 ans que j'y suis prof, et j'ai vu la dégradation progressive des conditions de travail des journalistes. Et c'était déjà, au moment où moi j'ai commencé, à la fin des années 90, pas simple. Parce que si on n'avait pas son entrée, c'était compliqué. Si on ne connaissait pas quelqu'un, c'était compliqué. Si on ne pouvait pas se loger à Paris, c'était compliqué. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que la durée de précarité s'est étendue. Moi, j'ai fait, alors à l'époque cool, je vais vous le dire, j'ai fait 10 ans de pige
10 ans de pige. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la pige? Ça veut dire que vous ne pouvez pas louer un appart simplement, ça veut dire que vous n'êtes pas bien payé. Je crois que j'étais un peu en dessous du SMIC et je vivais à Paris et ça a duré 10 ans. Bon, voilà. Aujourd'hui, un pigiste chez nous, et ça représente... Alors, l'année dernière, c'était 30% de la rédaction. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire lorsque vous devez produire de l'information, que vous avez des rapports hiérarchiques dans lesquels vous allez devoir vous bagarrer pour mettre en avant des sujets, pour pouvoir défendre une forme de traitement, pour pouvoir éventuellement dire bon, tel mouvement social, telle manif, il y en a eu 130 aujourd'hui dans toute la France, on ne l'a pas traité. Bah ouais, mais c'est ça aussi. Et donc, si vous êtes précaire et si votre situation sociale est telle, vous allez avoir du mal à mettre en avant certaines informations ou à faire comprendre que c'est une réalité sociale et qu'elle mériterait d'être traitée. Parce qu'éditorialement, ça a du sens. Et donc, vous allez vous retrouver dans une conférence de rédac avec un chef qui a sa maison à Saint-Cloud payée du temps où il a eu la donation de son parent ex je ne sais quel poste dans l'industrie, avec des gens dans une rédaction dont la composition sociale est le reflet des difficultés à accéder à ce métier. Et donc ça veut dire que quand France Télévisions fait, au mépris des règles des écoles de journalisme, des offres de stage de 6 mois pour aller couvrir les élections présidentielles aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça veut dire que de se payer un billet pour Washington et de s'y loger pendant 6 mois et de travailler gratuitement à un niveau d'études comme ça. Évidemment, être bilingue anglais, parce que sinon, c'est pas drôle. Et puis, si vous parlez une langue rare, c'est mieux. Bon, ça, c'est une des modalités d'entrée. Moi, j'ai réussi à rentrer à France 24 parce que j'avais fait, à l'époque, j'avais fait une licence de sciences politiques à Paris 8 chez Yves Citon. Et en même temps, je poursuivais des études de Swahili parce que j'avais commencé à travailler à RFI et je me rendais bien compte que ça suffisait pas tout à fait. Donc, j'étais pigiste, 150% d'un plein temps, et il a fallu que j'étudie en plus. Sinon, ça fonctionnait pas. Mais ça vous donne une idée aussi des rapports que vous pouvez avoir au sein des rédactions. Et les rédactions, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Et en réalité, on lutte au sein des rédactions pour défendre une façon de donner de l'information. On parle souvent du positionnement idéologique des journalistes. Alors, les journalistes, ils sont tous citoyens. À un moment, ils votent. À un moment, ils ont des opinions. Le boulot de journaliste, ce n'est pas d'amplifier ses opinions. Ça, c'est dégueulasse. Alors, il y a ceux qu'on appelle des chroniqueurs, des éditorialistes, et qui sont recrutés pour ça. Ils peuvent parler de tout et de n'importe quoi avec une aisance extraordinaire. Ils sont spécialistes de tant de choses, je les envie. Moi, ce n'est pas mon cas, je vous dis tout de suite. Mais ça pose quand même un problème sur la façon dont on reçoit, nous, des choses. Parce qu'aujourd'hui, parce que l'information, faire des reportages, payer quelqu'un pour aller sur le terrain, faire du contradictoire, se documenter, proposer un angle, un regard et essayer d'informer honnêtement, sincèrement, en ayant conscience de son positionnement politique, social, mais d'essayer d'en faire quelque chose avec la juste distance. En école de journalisme, on appelle ça la réflexivité. Parce que c'est essentiel. Je crois qu'en sociologie aussi, il y a ces termes-là. On doit avoir la juste distance pour faire la part des choses entre notre mission d'informer, qui n'est pas une neutralité. D'ailleurs, moi, mes étudiants, je leur dis souvent, quand ils me parlent de faire du contradictoire entre l'extrême droite et je ne sais pas quelle position, je leur dis, mais du coup, le centrisme est-il une neutralité? C'est une façon de les coincer pour leur dire, mais ok, à un moment, il faut pouvoir construire un point de vue éditorial qui n'est pas un point de vue politique de travail de propagandiste en chef ou ou de confondre l'idée de la neutralité avec le fait qu'on est des dominants, par exemple. Quand on est dominant, tout était évident. Il y a quelque chose comme ça parfois quand vous avez des grands bourgeois autour de vous en conférence de rédac et Mélenchon, mais quel problème. Grand bonjour à Nathalie Saint-Cry, qui est une collègue. Ah bah oui. Voilà ce avec quoi on travaille. Alors,
nous, le travail qu'on fait... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire sur les pigistes. Je ne vous ai pas donné ce chiffre. Un pigiste, chez nous, il est payé entre 130 et 140 euros brut la journée. Bon, vous faites machin. Bon. Les journalistes ont perdu 20% de leurs revenus en une vingtaine d'années. Non, 25% de leurs revenus en 20 ans. Les rédactions ont été déplumées un peu partout. Dans certaines, elles sont remplacées par des créateurs de contenu qui n'ont pas de formation journalistique, justement, où on leur dit l'important, c'est pas ce que tu penses, c'est comment tu vas traiter cette information, justement. L'important, c'est de regarder ce qui se passe et d'être capable d'apporter quelque chose. Quand on arrive à la rédaction, qu'on arrive les mains dans les poches en attendant que le chef nous dise quoi penser, on n'a pas fait son taf. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des mouvements sociaux qui ne sont pas traités, avec des rentrées politiques dont on parle à peine, avec des sujets programmatiques qu'on ne voit pas. Parce que c'est ça l'enjeu, en fait. On parle très très mal d'affaires européennes, comme si ça faisait chier tout le monde, mais en fait, c'est notre quotidien à vous et moi. C'est pareil avec la politique, de voir. Enfin, moi, je me souviens avoir vu Aurélien, ses collaborateurs et d'autres personnes à l'Assemblée qu'on fait passer aussi dans une espèce d'anti-parlementarisme puant pour des privilégiés, un peu au même titre que les journalistes hein, d'ailleurs. Mais quand on les regarde de haut en se disant que la soupe est bonne et machin, en fait, on se rend pas compte du boulot qui est fait, du boulot réel. Ben, c'est la même chose dans les rédactions, vraiment. Moi, je me rappelle de trucs, mais je livre parfois des batailles de synthé et de tickers. Alors, les synthés, pour vous expliquer, c'est le gros bandeau, vous savez. Je sais pas. Grève à la Tour Eiffel, des milliers de personnes privées de visite aujourd'hui. Bon, on arrive, on dit bon, grève à la Tour Eiffel. Un budget intenable selon FO et la CGT, 30% de grévistes. C'est pas le même message. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, voilà. C'est pour vous expliquer un peu les tensions qu'on peut avoir dans les rédactions. Elles peuvent être de cet ordre. Pour revenir sur la question du rapport que l'on a aussi dans les manifestations, les journalistes sont confrontés à de plus en plus de violences. Moi, je comprends tout à fait à quel point cette survisibilité de médias comme BFM Télé, comme CNews, dont on ne comprend pas ce que fait l'ARCOM d'ailleurs, hein, parce que CNews ne respecte pas ses engagements. Alors c'est quand même intéressant politiquement de voir que malgré tout CNews est maintenu. Vous ouvrez... voilà. France Info... On a les mêmes problèmes parce qu'il y a ce modèle d'information, de consommation passive, parce qu'en fait ça tient les gens, qu'on espère qu'il y a un breaking, parce que ça va permettre de dire pas grand-chose pendant des heures. Aujourd'hui, vous regardez France Info, pendant 2 heures, vous avez quoi, 2-3 sujets? Mais vous n'avez pas 2-3 sujets avec un explicatif de quelle est la situation, quel est le factuel, suivi de derrière des expertises sur si on pouvait faire le grand oncle, qu'est-ce qu'on pourrait en dire. À la place, vous avez des gens bavards. Et c'est problématique quand même. Et c'est un modèle qu'on voit se développer un petit peu partout. Et ça ne fonctionne pas. C'est un modèle comme ça où il faut remplir des cases avec des invités. Donc le service le plus en surchauffe, c'est celui des invités, les programmateurs. C'est comme ça qu'on arrive avec alors du coup Gaza, ils ont dit peut-être que les Américains, les Israéliens pourraient faire un centre hôtelier, faire des développements immobiliers. Ce serait bien qu'on en parle. Tout à fait. Je vous propose d'inviter un spécialiste du tourisme. Bon, ça vient aussi parce qu'il y a des conditions de travail qui sont effroyables. Moi, je vous le demande solennellement, mais comprenez que lorsque vous parlez à des journalistes, vous parlez à des ouvriers de la production audiovisuelle ou écrite ou numérique qui sont payés à l'arrache et qui se font des journées de 10, 12, 13 heures. Et entre-temps, ils ont 500 mails jour. Et entre-temps, ils ont eu je ne sais pas combien d'alertes. Et entre-temps, on leur a dit « t'as vu ci, t'as vu ça ».
et qui en plus, sur leur temps libre, doivent faire des projets pour vendre des sujets. Donc on appelle ça pitcher un reportage. Donc ce sont des conditions extrêmement dégradées. Donc quand vous voyez Micheline, Marina, Jamel derrière sa caméra, essayez de ne pas les défoncer parce que eux, ils sont dans cet écosystème qui n'est pas forcément très simple. Voilà. Tu veux intervenir ? Peut-être. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé très intéressant ce que tu nous disais. Ah, il marche mieux. D'accord, est-ce que celui-ci marche? Ok. De ton point de vue, de l'intérieur d'un travail de journaliste dans un média public, et j'espère qu'on aura le temps dans les questions de revenir là-dessus concrètement. Moi, par exemple, ça m'intéresserait de savoir précisément quelles sont les contraintes qui font qu'on regarde différents types de chaînes, on va avoir en gros les mêmes nouvelles. Alors comme tu dis, on a le choix, si la Tour Eiffel est fermée, de dire si c'est les touristes, de montrer les touristes frustrés ou de parler des syndicats. Mais comment ça se fait? Donc là, ce sera peut-être une question pour tout à l'heure. Moi, j'avais juste envie de prendre un point de recul et de partir de la question d'Aurélien sur qu'est-ce qui fait la qualité de l'audiovisuel, et ce titre, La télé est à nous, qui moi m'a un peu surpris, et tu nous as dit qu'il fallait le prendre un peu de façon second degré ou ironique. Moi j'ai envie de me demander, c'est quoi la télé et c'est qui nous? Et là, on pourrait se dire, bon, ben, nous, c'est la France insoumise. Donc, est-ce qu'on veut une télé pour la France insoumise? Ça pourrait être sympa. Donc, très bien. Voilà. Donc, moi, je suis pour ça. Je trouve que ça serait bien. En même temps, on pourrait se dire... Moi, je précise, je ne suis pas de la France insoumise. Donc, moi, je suis très heureux d'être invité ici. Mais une télé de la France insoumise, je trouve que ça nous manque. Mais peut-être une télé des gauches. Moi, ça me plairait encore plus. Peut-être une télé qui essaye de rassembler quelque chose qui est plus large que la France insoumise et qui peut avoir une traction peut-être plus grande. Mais ça, on n'est peut-être pas d'accord là-dessus. Et puis après, on peut se demander, si on est dans le public, si on veut une télé du commun, quand même, où il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, peut-être même des gens de droite, mais qui auraient quand même le droit de parler, parce qu'il n'y a pas de raison de les empêcher de parler. Donc d'abord, ce « nous », ça serait quoi? Deuxièmement, la télé, c'est quoi? Et là, on a parlé de Bolloré, on a parlé de tous ces gens-là. Et là, moi, il me semble qu'on a 3 grandes catégories. On a les télés commerciales, privées, commerciales. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont des milliardaires derrière et ça fonctionne à la pub. On a parlé du public, où il y a un peu de pub, mais il y a aussi de l'État et c'est différent. Mais on n'a pas parlé, je vois qu'il y a Judith Bernard qui est là dans le public et je suis sûr qu'il y en a d'autres. Il y a aussi parmi nous des gens qui sont des journalistes qui font un travail très important de production de contenu audiovisuel et qui sont, alors on va les appeler, je ne sais pas, autonomes ou associatifs, ou qui sont ni l'État financement par l'impôt, ce qui est très important à défendre, ni des grands milliardaires qui ont quelque chose. Et là, on en a quand même beaucoup, et on a d'autant plus peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé autour des années 90, 2000, qui est Internet, qui fait que quand on dit aujourd'hui la télé, ben moi, je pense plutôt TF1, CNews, etc., TNT. Et je crois qu'une des questions qu'on aura, ça sera très important de se demander quelle est la spécificité de ça par rapport à des chaînes YouTube. Mais je crois qu'on ne peut pas parler de ceci sans cet environnement plus général qui inclut aussi hors-série, qui inclut notre ami David Dufresne, qui inclut tout ceci, et des influenceurs qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas par ailleurs. Donc, on parlait de consommation passive tout à l'heure. Je crois que les choses ont quand même pas mal changé au cours des dernières décennies parce qu'il y a... On est tous un peu consommateurs passifs de temps en temps, mais on est beaucoup à être aussi producteurs, que ça soit avec ses copains sur WhatsApp, que ça soit avec sa petite chaîne YouTube, même s'il y a 3 personnes qui regardent, etc. Donc ça veut dire quoi? La télé est à nous. On pourrait se dire, les télés, il y a des télés qui peuvent être à moi. Je peux faire ma petite chaîne à moi, et une télé à soi, c'est possible. Le défi, c'est la télé est à nous. Et là, ça voudrait dire quoi? Je ne vais pas parler pendant trop longtemps parce que je crois qu'on a dit que ça c'est important d'avoir des questions aussi, mais peut-être un point de plus à se demander si on essaye de se demander c'est quoi la différence entre David Dufresne ou hors-série ou France 2 ou Arte. Peut-être ça serait intéressant de parler aussi de quelque chose comme Arte. C'est que ça fonctionne encore ou ça peut fonctionner à travers soit des ondes hertziennes, soit quelque chose qui fonctionne différemment des câbles qui nous amènent quelque chose chez nous.
Et moi, je suis dans une revue qui s'appelle Multitude, tu l'as dit tout à l'heure, et à Multitude, on se demande pourquoi on continue à faire du papier, parce que c'est vraiment idiot, ça coûte cher, tout le monde s'en fout, personne n'achète nos numéros, donc on pourrait faire tout de suite les choses sur Internet. Et là, on est au numéro 100, 25 ans, et on se dit, est-ce qu'on va continuer? Et un des arguments qu'on a, c'est de se dire, lire du papier, ça laisse pas de traces. Et quand on voit qu'il y a des gens comme Elon Musk dont tu parlais tout à l'heure, qu'il y a des gens comme les dirigeants de la tech qui ont accès à absolument tout ce que tout le monde peut faire avec un écran sur Internet, en sachant d'où ça vient, parce qu'il faut se brancher, parce qu'il y a des codes, le bon vieux papier, peut-être que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la résistance. Parce que là, vous ne savez pas si vous avez lu Multitude. Alors maintenant, ça vous fait pas ranger. Peut-être ça vous agace même, parce que des fois, mes copains vomissent sur LFI. Ce n'est pas mon cas. Moi, je n'ai jamais vomi sur LFI, mais il y a des copains qui vomissent sur LFI et je ne suis pas fier. Mais on a le droit de le faire et c'est très bien, parce qu'on se veut justement multiple et multiperspectiviste. Mais peut-être que le hertzien, c'est bien aussi pour ça. Parce que quand moi j'écoute ma petite radio avec ma petite antenne, j'imagine que c'est possible, l'armée pourrait faire ça, mais en général c'est plus difficile de savoir qui écoute quoi. Donc peut-être que cette télé qui est à nous et qu'il faudrait défendre comme à nous, c'est aussi quelque chose qui nous protège, non seulement qui nous donne des choses, mais qui nous protège. Et qui protège quoi? Et là peut-être je vais encore juste dire deux choses et après je laisse la parole. Mettons que ça passe par des ondes, ce qui n'est pas vrai, parce qu'on sait que ça passe aussi par du câble, par la fibre, etc., etc. Mais ce qui est à nous, alors, c'est justement les ondes, hein, l'accès à des ondes, etc. TNT, c'est du bien public. Et au-delà de ça, parce que là, on pourrait se dire, ben non, ce qui passe par les chaînes YouTube, c'est des réseaux plus ou moins privés, etc. Est-ce que ça ne serait pas une sorte d'espace attentionnel ou d'hygiène attentionnelle qui serait un problème commun? Nous, collectivement, si tout d'un coup nous nous intéressons tous à telle chose plutôt qu'à telle autre chose, ça va avoir des effets sur les générations à venir, sur la nature, sur toute une série de choses. Donc, ce à quoi nous prêtons attention collectivement, et en général, ce à quoi nous prêtons attention collectivement, ça passe par du papier, ça passe par des écrans, parce qu'on a notre vie personnelle, mais moi, je ne suis jamais allé à Gaza. Donc Gaza, je ne sais pas. C'est parce que j'ai des images qui viennent de Gaza ou plein d'autres choses. Donc ce à quoi nous prêtons attention, c'est structuré par ce qu'on appelle des médias. Et comme tu l'as dit, l'hôpital, la santé, c'est clair pour nous, ce n'est pas clair pour tout le monde, que c'est un bien commun, que l'éducation, c'est quelque chose qui est pris en charge par l'État, qui est en bien commun. Ce soin de cet espace attentionnel, qu'on sache un petit peu ce qui nous arrive en termes de connaissances, d'informations, etc., c'est peut-être ça qui est d'abord à nous. Et que si on se dit, bah, tiens, chacune de nous a un pouvoir, personne ne me force. Moi, je n'ai jamais regardé ces news, pour être honnête. C'est mon petit pouvoir à moi qui est dire je ne regarde pas ces news parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais on sait très bien que ce n'est pas suffisant, ce petit pouvoir à soi. Donc, c'est des structures attentionnelles collectives qui, de fait, sont à nous ou devraient être à nous et qu'on devrait justement protéger avec la force publique. Donc ça, c'était un petit point de cadrage. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire avec la télé est à nous, c'est de la voir comme quelque chose de programmatique. Elle n'est pas à nous maintenant. Et je crois que tu disais tout à l'heure, on mangeait ensemble, que ça aurait été une expérience où des gens avaient déclaré pour se réapproprier la télé. Une association se dit on va se réapproprier la télé. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Et de nouveau, il y a hors série, il y a des gens qui se réapproprient le fait de faire quelque chose comme la télévision et de le rendre disponible. Mais collectivement, et en particulier, comment ça peut se nouer avec un pouvoir d'État? Moi, je me méfie toujours des pouvoirs d'État qui censurent. Je crois effectivement que ce n'est pas une bonne idée de ne pas admettre un journaliste ici s'il veut venir. Je crois que ce n'est pas une bonne idée d'annuler des contenus parce que ça ne nous plaît pas. Il y a plein de choses qui ne nous plaisent pas et je crois que c'est important que ça circule jusqu'à un certain point. On a plein d'exemples de dérives, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec l'État outre que censurer? Parce que peut-être des fois il faut censurer. Une des choses qu'on peut proposer, on en avait parlé dans la commission justement, qu'est-ce que ça serait de penser les médias à partir de la publicité, à partir de ce cancer publicitaire qui aujourd'hui est central dans les médias. Une grande partie, il me semble, de ce qui se trouve arriver sur nos écrans, c'est conditionné par le fonctionnement de financement de ces écrans
qui est ce qu'on appelle l'économie de l'attention, la marchandisation de l'attention, le fait qu'en regardant quelque chose, parce que justement il y a des câbles, il y a des gens qui savent ce qu'on regarde, etc., et qui peuvent nous balancer de la publicité, eh ben notre regard valorise la chose et il peut être acheté, il peut être vendu, et c'est comme ça que fonctionnent beaucoup de ces chaînes commerciales, et en particulier sur Internet. Donc si on se disait, par exemple, programmatique, aujourd'hui la taxe sur la publicité a peu évolué depuis 50 ans. Elle est vraiment ridicule, c'est style 2%, 3%, enfin, c'est vraiment ridicule. Qu'est-ce qui se passerait si on disait, voilà, si par exemple le pouvoir changeait demain, et qu'il y a des gens qui puissent proposer des lois et que ces lois soient acceptées, de mettre une taxe de 50% sur la publicité. Donc ça, vous dépensez 1 euro en publicité, vous avez 1 euro que vous devez verser à quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, soit ça baisserait la publicité, et moi je ne me plaindrais pas, je ne sais pas vous, mais ça ne me manquerait pas d'avoir moins de publicité. En même temps, il y a des gens qui vivent de la publicité, non pas tellement les publicitaires, là on pourrait leur faire plein d'autres choses qui seraient sans doute plus intéressantes, mais il y a des gens qui sont financés par la publicité et qui font de belles choses. Tout cet argent, ou de l'argent qu'on pourrait avoir par d'autres formes d'impôts, les mettre dans un fonds de redistribution pour justement financer quoi? Financer ce dont on a besoin pour l'information, financer de l'investigation, parce que comme tu le disais, des journalistes d'inviter 3 Lulu qui parlent comme je fais maintenant, ça ne coûte pas grand-chose et puis ce n'est pas forcément très intéressant. En revanche, de faire de l'investigation où on va pendant 3 mois sur des terrains pour essayer de découvrir des choses, de trouver des chiffres, etc., de la recherche ou de l'investigation, ça coûte cher. Et ça, il faut le financer. Et ça, c'est un bien commun à constituer. Donc, il me semble qu'il y a toute une série de choses, à commencer par taxe sur la publicité, mais aussi mécanisme d'essayer de redistribuer non pas seulement l'argent, mais l'attention elle-même, essayer de s'opposer à ces logiques de concentration. Ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà commencer maintenant. Et donc, après, je ne sais pas si tu reprends la parole, moi j'avais une question pour ma voisine qui serait... tu parlais de ce moment où tu choisis le synthé pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre dessous. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est comment est-ce que vous choisissez, je ne sais pas, le matin, le soir, à midi, 24 heures sur 24, ce dont moi je vais apprendre lorsque je me branche sur France Culture à 6 heures, qu'aujourd'hui, il s'est passé ça en 15 minutes. Et là, pour moi, la prémisse, c'est qu'on sait qu'il s'est passé des milliers de choses sur la planète. Que dans ces milliers de choses, intéressantes, je veux dire, parce que moi, je me suis cassé la jambe, ça n'intéresse personne, mais des milliers de choses politiquement intéressantes qu'il faudrait savoir. Il y en a un nombre restreint qui arrive chez vous, parce que vous ne pouvez pas savoir les 1000 chaque jour. Dans cette quantité restreinte, vous faites des choix. Et ma question, c'est structurellement, quels sont les choix qui sont faits sur toi en tant que tu es journaliste? Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup tu te dis on ne va pas parler de Trump? Voilà, pendant 6 mois, on ne parle plus de Trump. Et aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il est président, il fait plein de saloperies. Quand il était entre ces deux présidences, moi, chaque fois, j'étais agacé par tous les gens qui parlaient de Trump alors qu'il n'y avait aucune nécessité de parler de Trump. Et on sait que quand on parle de Trump, on nourrit le monstre. Donc là, on a des choix. Et à mon avis, tous les journalistes qui parlaient de Trump quand il était perdu dans son truc, on aurait dû juste l'ignorer, même pas lui faire des procès parce que ça lui donnait de la visibilité. Donc voilà, ma question très concrète, c'est comment ça se passe maintenant et de quoi tu aurais besoin pour avoir plus de liberté en tant que journaliste, dans quelle structure, pour pouvoir faire des choix différents et qui nous éduquent, je ne sais pas si c'est éduqué, mais qui nous informent mieux. Merci Yves. Alors, je ne vais pas dire que je suis un contre-exemple, mais j'ai quand même la chance de travailler pour une chaîne qui s'appelle France 24 où on a une ligne éditoriale, c'est certain, mais également un certain degré de responsabilité et d'autonomie. Donc, la question que tu poses sur Trump, elle est hyper intéressante. Et il se trouve que je travaille très souvent sur la tranche du minuit à 6 heures du matin qui est diffusée conjointement sur France Info et France 24, donc en tant que chef de tranche. Et c'est vrai que c'est un débat que j'ai eu avec mon directeur, parce que, comment te dire, moi, quand j'arrive à la chaîne, le premier truc que je fais, c'est je regarde quelles sont les dernières dépêches. J'ai fait ma revue de presse. Je regarde quelles sont les images dont je dispose. S'il y a des choses qui mériteraient qu'on les éclaire particulièrement, de demander à des rédacteurs de faire des sujets. Ça, c'est un peu mon rôle, si tu veux. Donc, de décider quel titre on va mettre,
comment est-ce qu'on va les traiter, avec quel angle, avec quel traitement, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire un sujet, est-ce que je commande un reportage, est-ce que j'appelle un correspondant, est-ce que j'ai un expert disponible pour pouvoir en parler, comment est-ce que j'articule le journal avec le reste de l'actualité. Ça, c'est des questions que je me pose et sur lesquelles j'ai, en théorie, une attitude qui est totale. Mais je pense que France 24, c'est un peu particulier. Et puis par ailleurs, sur ces choix que je fais, je suis aussi comptable. Enfin, il faut que je les assume auprès de mon directeur. Et ce débat sur la présence de Trump, les positions de Trump, en ce moment, alors ça se passe plutôt bien, mais mon directeur me dit, mais écoute, c'est le président de la première puissance mondiale, tu peux pas ignorer machin. Et moi je lui dis, bah, écoute Amaury, oui, il se trouve que sur ma tranche, Trump dit à peu près 15 conneries à l'heure, et sur un journal de 15 minutes, en fait Trump il joue de ça, c'est même une stratégie assumée, on peut pas tomber là-dedans. Donc comment faire ? Moi ce qu'il me dit c'est ne passe pas à côté. Quand je suis en gestion des antennes et que je me rends compte qu'il s'est passé, je ne sais pas quel événement par ailleurs, enfin ça peut être des événements politiques, sociaux, environnementaux, voilà, ou des histoires sociétales qui ont du sens globalement. Honnêtement, moi, quand je vois les urgents de l'AFP qui arrivent en rouge avec Trump a dit ci, Trump a dit ça, bon, il dit beaucoup de choses. Et c'est pareil dans nos tickers avec machin a dit ci. Et on a l'impression que c'est une espèce de relativisme qui s'installe juste parce qu'on laisse le micro ouvert et qu'on les superpose. Et c'est un truc que moi, j'essaye de ne pas faire parce que je me rends compte que, en termes d'information, c'est zéro. Enfin, c'est un officiel, effectivement, c'est un président, c'est un leader, etc. Donc sa parole, tu es obligé de la prendre en compte d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je sépare, si tu veux, le déclaratif des décisions. Et c'est un peu comme ça que j'essaie de faire la part des choses. Et puis, je suis bien consciente qu'en fait, le mec essaye de nous inonder de conneries pour qu'il n'y ait plus la place que pour ça, que pour le commentaire, la polémique, et en fait rien du tout. Et en fait, on n'a pas fait avancer quoi que ce soit. Donc je préfère minimiser cette prise de parole autant que c'est possible si je vois pas qu'elle peut avoir un impact. La question, c'est quelles conséquences a ça ? Est-ce que ça peut être suivi d'effet ou pas ? Et voilà, à chaque nouvelle urgence, tu te dépatouilles un peu comme tu veux pour adapter en fait la construction de ton journal. C'est un peu comme ça. Mais je pense qu'effectivement, ce n'est pas le cas partout. Par exemple, alors France Télévisions, il faut comprendre un peu comment ça fonctionne, mais c'est une structure ultra hiérarchique, où finalement les décisionnaires ne sont pas très nombreux. Et donc, ils ont des processus de validation des sujets qui ne sont pas toujours très lisibles pour leurs reporters, y compris des grands reporters qui proposent des choses, et puis ils vont leur dire bah non, pas ci, pas ça. Et même parfois, ils ne le comprennent pas toujours, donc ils ont un peu moins d'autonomie. Nous, on en a encore, mais peut-être qu'il ne faut pas trop le dire, parce que si certains s'en rendent compte, peut-être qu'on sera plus emmerdés. Mais c'est un vrai sujet. Et ce sujet, en fait, c'est celui de la gouvernance au sein des rédactions. Il y a plusieurs gouvernances. Enfin, moi, je pense que pour l'audiovisuel public, il y a des vraies questions qui se posent sur le contrôle de la qualité éditoriale. Parce que alors, la loi Bloch, c'était franchement un pansement sur une jambe de bois. Ça n'a pas servi à grand-chose. Mettre des comités, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, des comités de personnalités qualifiées, en général, c'est un petit machin qui va produire des trucs. La rédac fait son boulot, ils ne se parlent jamais, on ne sait même pas quand ils rendent un avis. Ça n'a pas trop de sens pour nous, même si ça fait une injonction de plus, si vous voulez, parce que, bah oui, on a la charte de Munich, on a quand même quelques textes fondateurs, on a des chartes internes à l'entreprise, avec la façon dont on va parler. Alors, je me rappelle très bien, pendant les attentats, est-ce qu'on nomme les gens ? Est-ce qu'on montre la photo des personnes interpellées ou pas ? Est-ce qu'on leur fait leur pub en diffusant des images de propagande ? Ça, c'est des questions qui se posaient, sur lesquelles il a fallu qu'on travaille ensemble pour essayer de définir un cadre qui pourrait être commun à tous, lisible et qui serait justifié. Ça nous permettait d'avancer. La gouvernance, elle est à plusieurs endroits. Il y a la gouvernance de rédaction. Si c'est pas transparent, si le débat est pas sain et si chacun n'a pas le droit à la parole et qu'en plus il n'y a pas des garde-fous, on peut pas avoir une personne en charge de tout et sans aucun contrôle, ça fonctionne pas très bien. Il faut aussi des procédures de vérification d'informations. Il faut avoir du recul. Je pense à des choses comme le traitement des faits divers, qui est hyper instrumentalisé, notamment dans la presse de droite,
qui est ultra problématique. Il y a eu aussi le projet de loi sur comment s'appelle le narcotrafic. Pendant une semaine sur France Télé, ils étaient au cœur des forces, dans des trucs hyper vitaminés avec les mecs. Ils faisaient des voilà, ils nous expliquaient comment aller récupérer, comment lutter contre le narcotrafic, alors qu'on sait, si on s'intéresse et qu'on recule un peu la focale, que ce travail qui est fait, en fait, il est dérisoire, et que la question de comment dire de l'approche politique ou sécuritaire sur les questions de narcotrafic sont souvent contre-productives. Et qu'en plus, ça prend beaucoup de place. Et moi, ça m'avait vachement interrogée de voir cette série-là, précisément, où on débattait de ces questions-là, parce que ça apportait l'idée qu'il fallait absolument faire quelque chose avec potentiellement des décisions liberticides qui allaient s'en suivre. Et j'ai eu l'impression qu'on essayait d'endormir les gens et n'ayant pas tout le détail de ce processus de décision, j'en étais extrêmement frustrée. Mais c'est vrai plus largement, hein, les faits divers, on sait très bien qu'à CNews, au JDD, etc., une connerie qui se passe à un endroit où il y a une personne racisée, ils vont s'en saisir pour construire ensuite un discours raciste qui équivaudrait à assimiler des personnes racisées à des meurtriers, des trafiquants, des machins. Les gens qui travaillent sur ces questions-là ont une analyse qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus nuancée. Donc il faut le savoir. Après, on a aussi l'exemple de sources institutionnelles comme au ministère de l'Intérieur, où quand Retailleau sort des études, on se rend bien compte qu'il y a parfois des errements méthodologiques et qu'on est obligé de s'adresser à des chercheurs pour essayer d'avoir un recul qui nous permette d'y voir un petit peu plus clair. Et donc, voilà, on est pris dans ce truc-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà pour la gouvernance des rédactions. Et puis après, il y a la gouvernance des directions, qui pose aussi quelques questions. Moi, je suis toujours surprise de voir que les médiateurs ne sont pas présents dans toutes les entreprises de l'audiovisuel public, que les spectateurs n'aient pas leur mot à dire. Et franchement, le courrier des lecteurs ou écrire au médiateur, c'est pas participer activement à la vie de l'entreprise. Et pourtant, une place devrait être ouverte, mais vraiment. Encore 2 minutes ? Et après, je te laisse la parole. J'avais regardé le... Est-ce que je peux ajouter un truc ? Et pardon, parce que parce que ces questions sont éminemment politiques, sensibles, qu'elles sont l'objet d'instrumentalisations multiples, chez nous, en tout cas dans notre syndicat, on revendique, on défend l'idée d'associer l'évaluation de la qualité éditoriale à des boards de scientifiques, pas de personnalités qualifiées qui sont potes avec le mec du CSA ou qui ont été stars de tel JT. On n'en a rien à cirer. Non, des scientifiques qui travaillent sur le contenu sémantique, des gens qui travaillent sur les représentations, des sociologues, etc., des historiens, des gens capables de faire ce travail de façon indépendante et avec une vraie production de savoir, hein, plutôt que de choses qu'on va utiliser. Alors peut-être que tu ne seras pas trop d'accord avec moi, mais ces idées que les parlementaires devraient... l'idée que l'équilibre qui existe au sein du Parlement soit la définition de l'alpha et l'oméga des directions de l'entreprise, moi ça m'inquiète un peu, parce que je pense que en ce qui concerne les questions éditoriales, c'est justement en ayant la distance qui nous protégera de regard ou de politisation qu'on pourra justement construire une indépendance un peu plus forte. Mais voilà. Moi, j'aimerais juste peut-être reprendre la question et résumer ce que tu disais avec ton projet. La télé peut être à nous, et qu'est-ce que ça voudrait dire que des médias qui soient plutôt à nous ? Lorsque Retailleau était dans sa primaire, je l'ai entendu plusieurs fois dire que la France pense à droite. Il disait la France pense à droite, je crois. Et moi, je ne sais pas s'il disait la France pense à droite ou penche à droite. Et il me semble que si on se dit que c'est comme une sorte de terrain de football qui penche à droite, où c'est beaucoup plus facile de mettre des buts quand ça descend
que quand ça remonte, il me semble qu'on a une assez belle image du problème médiatique qu'on a, nous, quand on est à gauche. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que le terrain médiatique penche à droite? Et là, moi, j'ai au moins 4 choses. Avec, peut-être avant de les dire, on fait face aussi à ce discours qui dit « Ah, mais les médias, en particulier les médias publics, sont tous, alors aux États-Unis, des liberals ou des progressistes ou des gauchistes ou je ne sais pas quoi, enfin pas gauchistes, mais à gauche. » Et là, il me semble qu'il faut prendre ça au sérieux parce que je crois qu'il y a quelque chose qui fait que quand on a le type de conditions de travail dont tu parlais maintenant, dont tu disais qu'elles sont quand même un petit peu privilégiées, pour moi, privilégiées, je veux dire dans le sens où c'est toi qui choisis, au moins, pas au sens travail, pas au sens salaire, etc. Mais je veux dire, toi, tu as encore une marge de choix dans l'agenda médiatique, au moins de quand tu fais quelque chose. Et ça, je crois qu'il faut absolument défendre ça. Donc, que ce soit Bolloré, que ce soit le gouvernement, on ne veut pas. Donc, il faut une sorte d'indépendance, d'autonomie, etc., des journalistes. Que ça, je crois que c'est lié à un espace protégé par l'espace public. Et donc, ça, il faut le garder. Et donc, que les fascistes, que Trump, que Orban, que tous ces gens-là, Reagan, parce que ça remonte au moins à 50 ans, qu'ils s'attaquent au NPR aux États-Unis, PBS, aux chaînes publiques aux États-Unis, c'est pas du tout Trump. Enfin, Trump, il essaye, mais c'est le énième, et peut-être qu'il va réussir, effort pour essayer de démolir ça, parce que se crée un espace qui permet justement un certain type d'information. Mais qu'est-ce qui fait que ça penche à droite? On a déjà vu des choses. La propriété par des milliardaires. Donc, si c'est une propriété par des milliardaires, ils vont pencher de ce côté-là. La commercialisation. Si on vit de l'attention, on va devoir attirer l'attention plus ou moins à tout prix. Et c'est clair qu'un fait divers, un viol, un machin, ça attire l'attention et on tombe là-dedans. Mais il y a d'autres choses que j'aimerais juste signaler, parce qu'il me semble que ça explique pourquoi ça penche à droite. La droite, pour moi, c'est aujourd'hui l'ancien régime. C'est des gens qui ont des réponses économiques à toute une série de problèmes qui sont des problèmes d'ancien régime. Ils veulent pas, parce que c'est sans doute pas leur intérêt, prendre acte des besoins de socialisation et d'écologisation de nos sociétés. Donc ils continuent, ils ont des réponses toutes faites et ça marche bien parce qu'on a le vocabulaire, on comprend ceci. C'est quoi le défi de nous à gauche? C'est qu'on doit non seulement dire quelque chose, mais inventer un vocabulaire, inventer une nouvelle langue qui fait qu'on ne peut pas parler de terrorisme. On ne peut pas même parler de salariat ou d'entreprise. Moi, ça m'énerve de plus en plus. On parle toujours d'entreprise. Ça ne veut rien dire, entreprise. Entre une PME, je ne sais pas si hors série, c'est une petite entreprise peut-être hors série, et Total Energy, c'est le même mot qui n'a absolument aucun rapport. Donc, en employant ces mots, on fait que ça penche à droite. Et donc, il faudrait inventer un nouveau vocabulaire. Et là, il y a une dimension littéraire. Je reviens à ton point de départ. Il me semble que c'est au moins autant un travail de poétique, au sens trouver une nouvelle langue, trouver de nouveaux mots, qu'un problème politique qu'on a avec les médias. Et si ça penche à droite, c'est parce que le langage dont on se sert pour parler de la société en termes d'économique plutôt que d'écologie, on en hérite. On ne peut pas tout changer ça du jour au lendemain. Et c'est pour ça que ça penche. Et c'est pour ça qu'on aurait besoin de plus de temps, d'autres espaces à développer. Et donc là, la question, c'est comment est-ce que programmatiquement, on peut se donner des espaces qui permettent de développer et diffuser ce langage dont on a besoin pour sortir de l'ancien régime. Bon, on pourrait faire des heures. J'ouvre la discussion tout de suite, comme ça, pour qu'il y ait moins de frustration que sur la table de tout à l'heure. On va alterner femmes-hommes. Et si on a plus de femmes que d'hommes, eh ben ça nous changera et on respectera ça. Merci à tous les trois. Donc oui, Yves, tu l'as dit, je fais partie de cette constellation de médias indépendants qui sont nés notamment de la frustration devant notamment ce que le service public avait à nous proposer, le service public de l'audiovisuel, qui penche à droite quand même depuis très 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 longtemps. Et donc, je pense qu'il ne faut pas idéaliser le service public. Évidemment, je veux le défendre avec vous. Évidemment, c'est hyper dangereux qu'on l'attaque. Mais en fait, il y a un truc qu'on n'a pas dû suffisamment penser dans la conception du service
public, la question c'est quel garde-fou pour éviter que ça penche à droite comme ça penche à droite et depuis très longtemps. Moi, je travaille avec mes étudiants sur, par exemple, ce qui s'est passé en 2005 au moment du traité constitutionnel européen. À l'époque, je travaillais à Arrêt-sur-Image. On avait observé que 95% des sujets roulaient pour le oui au TCE, 95%, y compris donc dans l'audiovisuel public, qui a fait campagne pour le oui au traité constitutionnel européen. Je travaille sur des reportages de 2008. Donc 2008, c'est la guerre présence française en Afghanistan. Les reportages sont bellicistes, impérialistes, racistes, dans le 20h de France 2 de Pujadas. Donc on est dans le service public. 2008, c'est la crise des subprimes. Le discours de l'audiovisuel public sur la crise des subprimes est passé complètement à côté des enjeux, n'a rien compris, roulait derrière. Bon, c'était un massacre en termes d'éducation populaire pour expliquer aux citoyens ce qui était en train de leur tomber sur la gueule. Si on décrit aujourd'hui l'audiovisuel public, ne serait-ce que dans le rapport à la France insoumise, je ne sais pas s'il y a encore des insoumis ici qui arrivent à écouter Radio France. On a dû quitter, on a laissé tomber France Info, c'était pas possible. France Inter, on a fini par lâcher aussi. Même France Culture, toute l'info est mélenchonphobe. Donc, on a un vrai problème. C'est pas facile pour un insoumis d'arriver à s'informer. On est obligé évidemment que CNews, etc., on peut pas, mais même l'audiovisuel public, en fait, nous fait la guerre. Donc on a dû inventer des médias indépendants depuis longtemps pour essayer de produire l'information d'intérêt général en laquelle on croit, qu'on essaie de soutenir et de défendre. Et je tiens quand même à faire l'exception de France 24 parce que, en l'occurrence, en 2008, France 24, c'était le seul endroit où, sur l'Afghanistan, c'était pas impérialiste, c'était pas raciste, c'était pas islamophobe. Il y avait sans doute RFI aussi, mais moi je bosse. Ouais, effectivement. Donc c'est vrai que là, il y a un îlot, un village d'Astérix à préserver de qualité. Pour le reste, on a vraiment des batailles à livrer pour réinventer le principe d'un service public qualitatif. Et donc, ma question adressée à tous les trois, c'est comment on pense des garde-fous. C'est pas seulement à travers le financement. Moi, je suis plutôt pour le modèle de Pierre Rimbert, financé, il a écrit en 2014 dans Le Monde Diplo un projet pour une presse libre qui soit financée par la cotisation. Ça me paraît un super principe. Donc, financer de la presse libre par la cotisation, mais comment on fait en termes éditorial pour produire une information réellement pluraliste, conforme à l'intérêt général, à l'éducation citoyenne. Tu parlais de l'expertise scientifique que vous essayez d'associer à vos projets. Je trouve que c'est un très très bon appui, s'appuyer sur des chercheurs, des penseurs qui viennent examiner comment on formule les choses, quelles sont les méthodes pour produire du savoir. Voilà, je parle trop longtemps. Pardon. Oui, alors, c'est la question du pourquoi. Pourquoi aujourd'hui les milliardaires et pourquoi le capital achètent des médias ? Pourquoi ils achètent des médias, y compris qui sont déficitaires, notamment dans la presse écrite ? Ils ne gagnent pas un radis. Pourquoi ? Alors moi, je ne veux pas faire du Gramsci de bas étage, mais très clairement, ils le font parce qu'ils veulent défendre une idéologie bien claire, celle du capitalisme, et parce que ça passe par la maîtrise des consciences et des médias. Et comme j'ai un parlementaire, un universitaire et une journaliste, j'en arrive à demander une chose. Que peut-on faire face à ça ? En 1945, la presse qui s'était vautrée dans la collaboration a eu droit à des décrets et à des ordonnances. En 1981, le groupe Hersan, et à côté le groupe Bolloré aujourd'hui, le groupe Hersan, c'était un nain. Il y eut une loi qui fut votée par le Parlement pour effectivement mettre de l'ordre dans la presse. Alors, quand je dis mettre de l'ordre dans la presse, ce n'est pas pour la régenter, mais pour autant, je pose la question. C'est-à-dire que j'entends toutes les initiatives qui peuvent être, mais puisqu'on a un parlementaire, puisqu'on a des universitaires et des journalistes qui pensent à ça, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de penser qu'on peut réglementer, qu'on peut faire une loi et qu'on peut faire en sorte qu'effectivement la presse, qui est, on a parlé du quatrième pouvoir, mais qui est aujourd'hui l'instrument d'un système, puisse effectivement agir pour le bien commun et qu'on puisse avoir, non pas une presse objective, ça n'existe pas, mais en tout cas une presse qui ne soit pas entre les mains des capitalistes et des impérialistes.
Au début de votre intervention, vous êtes syndicaliste, c'est ça? Vous avez commencé par dire que vous étiez d'accord que c'est pas bien de ne pas accréditer le journaliste du Monde. Alors, je vais juste donner mon sentiment de citoyenne et insoumise. Et ce que j'ai pensé, ça m'a un petit peu heurté. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, et ça va m'obliger. Je voulais pas l'acheter parce que je voulais pas lui donner de l'argent. Mais je vais le lire et je vais l'analyser et je vais le décortiquer. Pourquoi c'est important? Parce que justement, moi, en tant que citoyenne, d'accord, enseignante à la retraite, je crois aux faits, aux statistiques, aux choses sur lesquelles on a travaillé et qui sont vérifiables. D'accord ? Or, le livre La Meute, outre qu'il me désigne, y compris puisque je suis insoumise, il désigne les insoumis, il a un caractère, selon ce que j'en ai lu, pamphlétaire. D'accord ? Et moi, je n'ai rien contre le fait que des gens écrivent des pamphlets sur la France insoumise. Les pamphlets, c'est une tradition française. Sauf que la différence, c'est que celui qui a écrit ça, il est journaliste au Monde. Le Monde, c'est considéré comme une référence de sérieux, d'actualité, plus ou moins. Peut-être pas pour les insoumis, mais pour une majorité de la population, on va dire. Et moi, je trouve que il a écrit un pamphlet libre à lui, mais le fait ensuite qu'il vienne aux amphis, pour moi, c'est un problème. Qu'il veuille venir aux amphis, c'est un problème pour moi parce que il y va en tant que journaliste et non en tant que pamphlétaire. Or, sa fonction de journaliste fait penser que son livre est un travail de journaliste. Et les gens gardent dans l'esprit que le travail du journaliste est un travail sérieux, est un travail qui s'appuie sur des faits quantifiables, reconnaissables, etc. Et non pas sur des on dit, j'ai constaté, j'ai un ami qui, les Français pensent, etc., etc. Donc, je pense que vous avez le droit de prendre position. Nous aussi, on a le droit de prendre position par rapport à ça. Et il va falloir qu'on creuse cette question parce que moi, je veux savoir si c'est le pamphlétaire qui voulait venir ou le journaliste. Et est-ce qu'il utilise sa fonction pour justifier ce qu'il a dit sur la France insoumise? Voilà. Alors, on va laisser... on va reprendre... Ouais, essayer de faire un tout petit peu plus court. On en prend une en plus. Ok, une en plus. Bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Robin Nardot, je suis étudiant et aspirant journaliste à Grenoble. J'ai eu la chance ou l'opportunité d'être aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence début d'été dernier. Un des premiers, c'est un groupe libéral proche du MEDEF. Les petits fours étaient excellents et c'était tout frais compris, qu'on soit clair. Voilà. Donc, une des premières thématiques qui était discutée en amphi, c'était sur la désinformation. Il y avait notamment le patron du groupe M6. C'était tout pile, une semaine après les grèves massives qu'il y a eu au service public. Et pas un mot n'a été dit pendant 1 heure sur tout ça. Je me lève, je pose ma question, naïvement, je demande au patron du groupe M6, au patron du groupe Les Écoles Parisiens, dont je respecte personnellement le travail parce que je suis aspirant à travailler dans ces médias-là, tout comme les autres, peu importe. Et du coup, naïvement, je demande
Est-ce que vous vous soutenez? Moi, j'ai peur pour mes camarades travailleurs, pour les études, pour mon futur métier. J'ai peur de ne plus avoir de travail. Comment vous le percevez? Et il m'a clairement dit que j'étais trop orienté pour un aspirant journaliste, sans déconner, et que j'étais à côté de la plaque. C'est ces mots, vous pouvez les trouver en ligne c'était en direct, vous pouvez les trouver en ligne sur leur chaîne YouTube. Je ne comprends pas ce manque de... Je croyais naïvement que, particulièrement, les journalistes étaient solidaires entre eux, ou les patrons de presse étaient solidaires entre eux, moi. Et du coup, j'ai du mal, en tant que syndicaliste, quelle opinion vous avez de tout ça? Merci. Merci. Alors, on va prendre... non, ça fait trop. On prend un deuxième round, ne vous inquiétez pas. Bon, je vais me permettre de répondre, peut-être en reprenant par la fin, en vous indiquant que la commission d'enquête sur la TNT a fait l'objet d'une couverture de presse intéressante. La presse écrite s'en est occupée, un tout petit peu la radio, pas du tout la télé. La télé, il n'y a pas un sujet télé qui a été consacré à la commission d'enquête. Juste quand même, hein, on a fait plus d'1 million de vues sur YouTube. Donc on a fait sur certaines de ces auditions 5 fois l'audience de BFM. Voilà. Eh bien, ils n'ont pas trouvé utile d'en faire un sujet. Les seules chaînes qui en ont parlé, CNews et C8, pour dire à quel point j'étais idiot. Mais c'est pas grave. Comme vous le savez, être pris pour un idiot par un imbécile est un plaisir de fin gourmet. Donc, au point où on en est, ça c'est de quoi on peut parler et de quoi on ne peut pas parler à la télé. Premier point. Je ne reviens pas longuement, je ne reviens pas en réalité sur la question de l'accréditation du journaliste du Monde. Je comprends que certains puissent trouver que c'est inopportun ou pas une bonne chose, tout simplement. Pour ma part, j'ai ma conviction, sachant de quoi il parle, sachant de qui il parle, sachant qu'effectivement, à mon avis, il n'a pas respecté la méthode, les réquisites du métier de journaliste. Je considère qu'il n'est plus qualifié pour agir en tant que journaliste. Je crois que la camarade a formulé assez justement le problème, et je dirais de façon un peu provocante, même méthode, même traitement. Il n'a été pas très loin finalement de ce que le journal Frontières a pu faire ces derniers temps, et que quand ils viennent à l'Assemblée nationale, c'est différents parlementaires de différentes familles politiques qui leur ont fait comprendre que leur place et leur procédé n'étaient donc pas acceptables. Donc voilà, c'est en tout cas la position que moi je défends. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je renvoie au rapport que j'ai fait, parce que évidemment je ne vais pas vous faire 1 heure dessus. Il y a une série de propositions. Parmi les propositions, il y a évidemment l'idée de la démocratisation en général des médias. Et l'idée de la démocratisation, elle ne passera pas par autre chose que par soit du pouvoir donné aux élus, qu'on le veuille ou non, ou plus directement, et ça, on peut ouvrir le chapitre de la discussion, quelle est la part que les usagers doivent prendre dans la direction directement du service public. Il y a évidemment l'idée de démarchandiser, donc de réduire la place de la publicité, des dépendances, etc., à l'égard de tout ça. Il y a évidemment aussi, pour ce qui est des chaînes privées, on peut se demander si elles doivent continuer à exister. Mais je ne vais pas mettre tout de suite ce pavé-là dans la mare, mais à supposer qu'il continue à exister des chaînes privées, s'assurer que l'Arcom fait vraiment son travail, eh ben, c'est un boulot qui nous incombe désormais. Donc moi, je signale presque tous les jours, enfin quasiment, des contenus, notamment de CNews à l'Arcom. Il y a un problème fondamental, c'est que l'Arcom désormais ne fait plus, et je crois que maintenant il fait encore moins son travail qu'il le faisait avant. Je crois que le nouveau président, il va falloir qu'on ait une discussion. Je l'ai vu rencontrer une fois. Je lui ai dit quel sujet me préoccupait. Il m'a dit je prends note. Et puis depuis, il ne s'est rien passé. Mais pour vous donner une idée,
pour vous dire les choses précisément, le Conseil d'État a obligé l'Arcom, il y a 1 an et demi, à réviser sa méthode pour évaluer ce qu'on appelle le pluralisme dans les médias. Je ne reviens pas longuement là-dessus. Ils leur ont dit votre méthode est nulle, ou en tout cas elle n'est pas pertinente. C'est sans doute pour ça que vous avez cru pouvoir dire que CNews respectait le principe de pluralisme. Donc révisez votre méthode et refaites une évaluation. Ils ont révisé leur méthode, pas de façon très approfondie et pas très intéressante, mais enfin, ils l'ont fait. Et à partir de là, ils ont réévalué CNews et ils ont dit à CNews, bon, en fait, c'est vrai, on s'est gouré, vous n'étiez pas pluraliste, sans blague. À partir de quoi, ils leur ont dit, vous avez 1 an pour vous remettre à niveau, et dans 1 an, on vous dira. Ça fait donc 1 an, il n'y a toujours pas de réévaluation du respect du pluralisme. Ce n'est pas les seules obligations que les chaînes doivent respecter, hein. Mais en tout cas, celle-là, c'est massif, et c'est déjà, l'Arcom a déjà dit quelque chose là-dessus. Eh bien, ça fait plus d'1 an, et eux-mêmes ne tiennent pas les délais. Il n'y a pas eu de nouvel avis, de nouvel examen pour dire, bon, là, vous n'avez pas respecté, donc dorénavant, on vous sanctionne. Mais il y a plein de sujets sur lesquels on aurait pu ils pourraient aussi bouger. Moi, je les ai sollicités en leur disant, bon, bah écoutez, comment il s'appelle l'autre Onfray a trouvé le moyen d'expliquer qu'il a été ramené à CNews par le patron, enfin le propriétaire, pas le patron, Bolloré en personne, qui lui a dit « faudrait que vous veniez faire une émission chez moi ». Bon, il se trouve que ça, c'est contraire aux obligations, au cahier des charges, puisque le principe d'indépendance d'une rédaction, c'est le propriétaire ne vous dit pas ce que vous allez faire comme émission. C'est le b.a.-ba, c'est clair. Donc j'ai pris ma plus belle plume, j'ai écrit à l'Arcom et je leur ai dit, bon, le monsieur, là, il a dit qu'il était devenu chroniqueur, pas par la décision du directeur, mais par la décision du propriétaire. C'est donc un manquement évident au principe d'indépendance de la rédaction. J'ai pas de réponse. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il va bien falloir qu'on révolutionne ça, d'une façon ou d'une autre. Il va falloir que les gens appliquent réellement leur... Alors, comme le disait Jean-Luc Mélenchon hier, on a 2 jambes. Il y a la partie très institutionnelle, celle où moi j'écris des courriers, Monsieur le Président, veuillez trouver le signalement numéro machin, respectueusement Aurélien Saint-Toul. Voilà. Ça, mais il y a l'autre versant qui est la mobilisation. Alors... pour celles et ceux que ça intéresse, on va essayer de créer cette association pour qu'on ne soit pas tout seul à faire les signalements et que si ça doit s'empiler, ça s'empile de leur côté et qu'on puisse ensemble dire bon, le lundi, vous avez dit ça, le mardi, vous avez dit ça, le mercredi, vous avez dit ça, etc., etc. On va les mettre jusqu'au bout en face de leurs contradictions. Et parmi les autres propositions possibles, évidemment, je dis évidemment, je ne sais pas ce qui est évident, il y a se débarrasser des éditorialistes, ça, c'est ma proposition maison, vous n'êtes pas obligé d'y croire, c'est pas dans le programme officiel de la France Insoumise, mais enfin on m'a dit tu as bien le droit de le défendre, donc je le défends. Pourquoi ? Parce que comme l'a dit Soraya tout à l'heure, les éditorialistes sont des gens qui ont et des opinions et une carte de presse. Mais figurez-vous que tout le monde a des opinions. Et donc faire croire que le fait d'avoir une carte de presse donne une valeur particulière aux opinions, c'est un problème. C'est un problème. Donc plutôt que d'être abreuvé des opinions de quelqu'un en nous disant « Ah, mais en tant que journaliste, son opinion a plus de valeur que celle de votre charcutier », eh bien ça, c'est un problème démocratique. Donc on va s'abstenir des gens qui pensent qui ont des opinions et qui nous les partagent, parce que ceux qui, d'une certaine façon, dans le débat public, ont une forme de légitimité à ça, c'est ceux qui ont été mandatés pour ça. Si les gens veulent partager leurs opinions, ils ont qu'à aller coller des affiches, se lever le matin, distribuer des tracts, avoir une chance peut-être de se faire élire, et alors, oui, ils auront le droit de parler de tous les sujets parce qu'ils auront peut-être la chance d'être élus, et donc ils auront une forme de mandat, et leur opinion ne sera pas seulement leur opinion, mais l'opinion qu'on leur a donné l'autorisation de partager au nom de nos concitoyens. C'est pas que je revendique un monopole de l'opinion, hein. Tout le monde a le droit d'avoir des opinions. Simplement, moi, bizarrement, j'ai un mandat, mais je ne suis pas tous les jours à 18h sur LCI pour expliquer que mon opinion doit prévaloir. Vous voyez qu'il y a un renversement démocratique entre quelqu'un qui est investi d'une mission, d'un mandat,
et quelqu'un qui s'est investi tout seul, mais qui en plus va gagner beaucoup plus d'argent et va pouvoir faire prévaloir son idée tous les jours. Voilà, donc c'est la situation. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Sur ne pas idéaliser le service public, dernière chose, je l'idéalise pas tellement bien que j'ai repris je suis sorti de mes congés en signalant qu'on avait un problème là avec le recrutement de Nathan Dever et je sais plus comment il s'appelle l'autre, voilà, Melun, parce que évidemment le service public qui se met à recycler, j'ai appelé ça les épaves, c'est pas, j'ai rien contre les épaves, mais les épaves de CNews, c'est pas... Voilà, quand vous avez un véhicule qui reste sur le bord de la route, c'est une épave. Donc l'image me paraissait pas injurieuse personnellement. Et on voit bien qu'ils n'avaient plus leur place à CNews et que finalement le service public va les recycler. Ça ne présume absolument pas de ce que va être leur émission. Peut-être qu'ils finiront par faire une émission valable. Mais des gens qui ont choisi d'être les cautions d'un système pourri, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils ont montré au préalable pour que, dans un entretien d'embauche, on dise « Formidable, monsieur, on sait que vous allez faire de la qualité ». Jusqu'à présent, rien. Donc, je ne vois pas pourquoi on a torpillé le processus ordinaire de recrutement d'un journaliste au bénéfice de ces personnes-là. De la même façon, je ne comprends pas pourquoi Benjamin Duhamel a fait l'objet d'un recrutement si favorable, alors que, encore une fois, sur France Inter, a priori, je crois savoir qu'il existe une espèce de cursus à franchir avant d'atteindre le Graal, entre guillemets, de la présentation d'une matinale, de la surexposition, etc. Je pense que là, il y a des comptes qui doivent nous être rendus. Et encore une fois, aussi, pendant l'été, j'ai eu le bonheur de pouvoir dire à quel point j'étais surpris et choqué par le pseudo-reportage sur Amélie Oudéa-Castéra, qui était quand même incroyable pour ceux qui se sont donné la peine de regarder. Alors faites comme moi, hein, mettez-le en 1,5 ou 1,75 parce que franchement, perdre 50 minutes de sa vie pour ça, faut pas. Mais sans doute qu'il y a des choses à dire du point de vue de la saturation intellectuelle ou attentionnelle, parce que si on en est à regarder des trucs comme ça, en 1,50, 1,75, on va devenir dingo. Mais en tout cas, oui, là, il va falloir aussi qu'on nous donne des explications, parce que non seulement c'était nul, mais en plus, ça a été fait par le frère du coach de l'équipe de France féminine de tennis, et qui est un prestataire de la Fédération française de tennis quand il s'agit de couvrir Roland Garros en interne. Et qu'il se trouve qu'Amélie Oudéa-Castéra, elle était directrice générale de la Fédération française de tennis. Donc, bon, il va peut-être falloir nous expliquer pourquoi à la production de France Télé, personne ne s'est dit, mais il y a un hic, là, non seulement c'est nul, c'est dithyrambique, mais en plus, le gars, il est lié d'intérêt à tout ça. Donc non, je n'idéalise pas et il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, peut-être une dernière chose pour rebondir sur ce que Soraya a dit, et je crois que c'est fondamental, c'est d'évoquer toujours la condition sociale des gens qui produisent. Et de l'information, on parle beaucoup d'information, mais il faut parler de la création. Et je crois que c'est dans ce domaine-là que le service public, finalement, est intéressant et tire son épingle du jeu. Moi, pendant la bataille parlementaire sur la défense de l'audiovisuel public, ce que j'ai dit à la suite de Usul qui donnait un exemple, il disait grâce à l'audiovisuel public, j'ai découvert l'existence de Derrida. Et ben moi, voilà, je crois qu'on a tous des expériences de l'audiovisuel public qui nous a fait découvrir des choses, que ce soit la langue des signes, par exemple, si vous avez vu ou entendu L'œil et la main, parce que vous ne verrez pas ça ailleurs. Vous aurez entendu, comme moi peut-être, que vous auriez découvert que Peter Pan a été écrit par James Matthew Barry, et moi j'ai entendu ça à minuit pendant les étés de France Culture, ou des choses comme ça, etc., etc. Donc je pense que c'est plutôt sur la culture où il n'y a pas à idéaliser, mais c'est quand même là un champ de possibles bien plus important que dans l'info, où effectivement il y a quand même lieu de se plaindre. Merci. Juste un témoignage de solidarité à votre égard. Effectivement, ce que vous avez vécu était violent et absolument inadmissible. Donc, désolé, c'est aussi le monde du travail qui est... Mais salé. Donc, voilà, toute mon amitié. Voilà. Ouais, peut-être juste se méfier des effets pervers de
tout ce qui ressemble à de la censure. Donc moi, je suis aussi agacé, enfin pas aussi agacé parce que je ne regarde pas autant de choses toxiques que tu regardes toi, sans doute, ou que tu dois regarder. Mais là, c'est aussi, enfin toi, c'est professionnel, tu dois faire ça pour nous défendre, donc très bien. En même temps, je me méfie de tout ce qui peut ressembler comme de l'interdiction ou du bâillonnage. Il y a plein de gens que moi, j'ai envie de bâillonner, dont je me dis que la parole est profondément toxique, et je crois qu'il y a des lois et qu'il y a des choses qu'il faut faire respecter. Maintenant, c'est plutôt les effets de collusion, de placement, de répétition des mêmes têtes qui font les mêmes discours partout, qui me semble un problème structurel. Donc on peut en décapiter une ou deux, mais moi, enfin décapiter métaphoriquement, hein, on est d'accord. Voilà, faire qu'on les entende moins, c'est pas décapiter, c'est justement d'enlever le porte-voix. Donc on fait de mal à personne, mais on essaye de pas trop distribuer de porte-voix à trop les mêmes personnes qui circulent en rond. Donc moi, je suis absolument d'accord là-dessus. Après, pour tout ce qu'on fait dirigé vers une personne, il me semble qu'il y a un risque que ça se retourne contre nous en apportant de l'eau au moulin ou discours un petit peu victimaire. Et là, il faudrait faire toute une séance de plus pour voir pourquoi l'extrême droite pourquoi son discours a une portée, une prégnance dans la sphère médiatique, en particulier à partir des sphères médiatiques exclues justement du public, etc. Et peut-être les 5 ou 10 ans d'avance qu'ils ont eu dans ces médias alternatifs, parce que justement ils étaient, pour de bonnes raisons, exclus des médias respectables, mais on s'aperçoit que ça produit des effets induits. Et que là, on vit dans un monde où ça me semble très très difficile et souvent contre-productif de faire des gestes qui peuvent ressembler à de la censure, et que c'est vraiment de trouver des alternatives à ça. Soit parce qu'on croit que c'est bien qu'il y ait des opinions, et je sais que tu le partages, il faut qu'il y ait des opinions qui ne soient pas les nôtres, donc là on est tout à fait d'accord, il faut pluralisme, multiperspectivisme, on en a besoin, soit parce qu'on se dit que ça backfires, hein, ça se retourne contre nous, souvent ce type de réduction de parole. Merci. J'aimerais avoir un mot avant qu'on se quitte pour tous les confrères et toutes les consoeurs qui travaillent dans les locales, notamment de Radio France, de France Télévisions, qui ont subi une fusion avant la fusion. Ils sont de moins en moins nombreux, ils ont des conditions de travail extrêmement dégradées. C'est aussi vrai dans les 9 antennes des Outre-mer. Je pense aussi à nos collègues qui ne sont pas vraiment nos collègues parce qu'en fait ils sont des sous-traitants pour le journal de France Télé. C'est Brut en fait qui a chopé le marché. Ça apporte aussi d'autres choses. L'info de proximité, c'est la même chose. Elle est encore une fois très très sensible et n'oubliez pas que c'est à nous tout ça, effectivement. Bon, je suis navré de devoir nous arrêter là parce que si on prend un cycle de questions, on va pas avoir la possibilité d'apporter une réponse. On reste à votre disposition peut-être à la fin pour avoir quelques échanges et une discussion oui, pareil, en petit format. Voilà, donc la camarade veut parler d'Acrimed, effectivement. Acrimed le fait, mais Acrimed a un travail un peu particulier qui n'est pas un travail de signalement à l'Arcom systématique, qui est un travail de mise en perspective, je ne sais plus comment on dit maintenant, mais on dit débunkage, mais de mise en évidence des biais, etc. Donc c'est évidemment extrêmement précieux et j'imagine pas qu'on puisse ne pas s'appuyer sur ce genre de travail. Exactement. Donc n'hésitez pas effectivement à adhérer, à souscrire ou aider d'une façon ou d'une autre. Et justement, ils sont dans les... Et ils sont au village, absolument. Donc allez les voir, il n'y a pas de souci. En revanche, moi, je pensais plutôt à maintenant former une équipe plus, je ne sais pas s'il faut dire opérationnelle, qui est quand même un mot qui sonne un peu, qui sent un peu le macroniste, mais une équipe peut-être plus orientée vers l'action sur le sujet et de faire respecter nos droits, tout simplement, de spectateurs, parce que encore une fois, cette idée qu'il y a un cahier des charges, c'est la conséquence même du fait que ces ondes publiques nous appartiennent. Et que, juste parce que j'ai oublié de le préciser, Yves évoquait tout à l'heure le fait que ça nous protège.
On a pris l'initiative parce que dans 1 ou 2 ans, il va y avoir une renégociation internationale sur l'utilisation des fréquences. Et aujourd'hui, la négociation est confiée à l'Union européenne. Et donc, on a pris l'initiative d'une résolution européenne, c'est-à-dire d'un texte qui va être adopté, qui doit être discuté à l'Assemblée nationale comme une résolution pour demander et s'assurer que la France soutienne au sein de l'Union européenne une option qui garantit que ces fréquences continuent à être utilisées pour de l'audiovisuel et pour de la télévision, et pas par exemple pour des objets connectés, de la téléphonie, etc. Parce qu'on ne veut pas que disparaissent ces usages-là, qui sont ceux qui permettent encore de regarder les programmes que vous voulez sans être pisté. Si vous regardez la télé par Internet, bien sûr, vous pouvez déparamétrer certaines choses, mais quand même, on finira par connaître votre IP, ce que vous avez regardé comme programme, à quelle heure, combien d'heures, etc. On ne pourra pas s'assurer que vous étiez devant l'écran, en tout cas pas tout de suite, mais voilà, ça, normalement, on peut le faire. Donc, protéger la vie privée, c'est aussi un des aspects possibles de cette question et de ces moyens techniques-là, donc c'est intéressant de l'avoir à l'esprit. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci en tout cas à toutes et tous d'avoir assisté à ce moment, et encore merci à vous tous les